Claire, avant de venir te voir, j'ai commencé le dernier livre de Georges Didier Berman qui s'appelle Éparses. Et je suis de ceux qui suivent le travail des traces. Et c'est un livre effectivement qui commence par la redécouverte de très frêles archives de ses grands-parents qui ont été exterminés durant la révolte du ghetto de Varsovie. Et évidemment, au travers de cette redécouverte, des traces éparses de ce qui peut rester non seulement des mémoires oubliées, mais disons des disparus, m'est venue, puisque tu m'avais envoyé un SMS, l'idée qu'il y avait un certain rapport avec la réparation. Et ma première question est la suivante. Crois-tu que l'on puisse tout réparer? Non, je crois pas. Je crois qu'il y a de l'irréparable, mais qu'il y a des processus qui quand même nous permettent une forme de réconciliation, même si il reste la blessure, la brisure ou la fracture définitive. Des processus qui peuvent être des processus d'écriture, comme tu le dis, hein, réparer les blessures de l'histoire, qu'elles soient familiales ou collectives. Ça peut passer par l'écriture, ou ça peut passer par des considérations qui tiennent plus à des processus institutionnels. Il y a des questions de justice aussi, dans le fait de rendre à ceux qui ont été lésés par l'histoire, ou à leurs descendants, ou à leur communauté, leur rendre justice à travers certaines formes de réparation. Alors, réparation, tu te souviens de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud? Alors là, c'est un mode de réparation, restons un instant sur le chapitre de l'histoire, qui est pour le moins inédit. Il y a effectivement les enjeux aujourd'hui, ce sont des enjeux qui sont liés à toutes les histoires politiques qui ont été celles de domination. Alors en Afrique du Sud, évidemment, c'est aussi aujourd'hui la question de l'histoire coloniale des pays européens. Donc la question se pose de savoir ce qu'il faut modifier dans nos institutions pour qu'elles ne continuent pas à perpétrer, parfois malgré elles ou malgré leurs intentions objectives, ou en tout cas annoncées plutôt, qu'elles ne continuent pas à perpétrer des processus, des systèmes ou des fonctionnements qui finalement nous inscrivent encore dans une histoire d'injustice. Donc c'est des enjeux qui sont notamment très bien analysés par Magali Besson, hein, qui est spécialiste en philosophie politique de cette question de la réparation, et qui montre les enjeux de justice aujourd'hui, notamment pour la France et son passé colonial, autour de ces questions-là, des institutions qui répètent, reproduisent ou finalement perpétuent une situation d'injustice. Et sinon, toujours sur le chapitre de la réparation historique, tu as pu observer que depuis quelque temps, les historiens, après évidemment s'être penchés et intéressés sur le sort des victimes, se sont intéressés aux bourreaux. Christian Ingrao, par exemple, mais aussi Johan Chapoutot et d'autres. Et il y a là aussi un mouvement qu'on retrouve parfois dans la justice, où on dit oui, bien sûr, il faut absolument et nécessairement s'occuper des victimes, mais par exemple, donc ça fera deux questions qui se suivront. Dans le cas des violences conjugales, il faudrait peut-être essayer aussi de comprendre et guérir, éventuellement corriger, enfin ce que les acteurs de ces violences ont dans la tête. Oui, on peut penser aussi au texte d'Hatzfeld, qui d'abord interroge les victimes et puis qui après rencontre les bourreaux. Je crois que c'est toujours intéressant d'avoir les deux types de récits. Alors le parallèle avec les violences conjugales, c'est toute la question effectivement de comprendre aussi un dispositif psychologique ou un type de relation qui fait qu'on bascule dans cette violence.
à titre préventif, c'est-à-dire pour éviter que d'autres types que ce type de phénomène se reproduise. Là-dessus, on sait comment d'autres pays, par exemple le Canada, mettent en place des dispositifs de ce type qui permettent à des maris, parce que c'est comme statistiquement plutôt les maris qui sont violents que les femmes, même si les deux types de violences existent, qui permettent à des maris de comprendre leur propre fonctionnement et d'éviter le point de bascule où la violence devient soit une habitude, soit le seul mode de relation au sein du couple. Donc il y a un processus d'analyse qui permet peut-être effectivement, si ce n'est pour sauver l'individu lui-même, de comprendre les autres qui sont dans le même type de fonctionnement. Et sinon, alors, cette thématique, cette catégorie de la réparation, tu l'étudies dans quelle perspective également? Ce qui m'a frappé, moi, au début, la question de la réparation, c'était autour de la question du corps, qui est vraiment la question qui m'a toujours intéressée, et cette problématique des corps réparés, puisque dans tout ce discours contemporain assez séduisant sur l'homme augmenté, la démultiplication des possibles, en fait, ce qu'on voit quand on s'y intéresse vraiment, que ce soit la question des robots, de la mécanisation du corps ou de l'intelligence artificielle, etc., c'est que on parle pas tant des puissances de l'homme qu'on ne souligne ses vulnérabilités, ses faiblesses, puisqu'on va essayer d'y pallier. Donc, c'est toujours ce lien entre réparation et vulnérabilité, ou plus exactement, incapacité de l'homme à faire avec ses vulnérabilités. Et cette problématique du corps réparé, on l'a entendu par exemple dans Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, qui a eu un grand succès. Ce qui était très intéressant, c'est qu'elle montrait aussi que, certes, il y avait de la prouesse, il y avait de la technicité, mais qu'il y a aussi quelque chose de très incertain, très fragile, qui tient à 1 ou 2 minutes de plus, à la rapidité du conducteur, à la capacité du chirurgien, etc. Donc tout ça est en fait, on en a une représentation souvent idéalisée d'une technique médicale qui nous sauve, et en fait, elle aussi, en réalité, elle bricole. Et quand on essaye de réparer un corps, on voit à quel point on est encore très balbutiant dans la capacité à créer, des prothèses auditives qui conviennent vraiment aux patients. Voilà, une prothèse de hanche, ça demande des mois de rééducation. Le corps humain, là on revient encore à Canguilhem, ne se laisse pas facilement adjoindre des pièces matérielles. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'organisme qui résiste à cette invasion de la matière extérieure. Et donc la question de la réparation, au départ, elle partait de ce cadre-là. Qu'est-ce qu'un corps réparé? À quoi on aimerait croire? Quelle est la réalité de cette réparation? Et aussi les faiblesses de ces réparations-là. Donc on est très très loin du transhumanisme en réalité. Et puis cette question de la réparation, de plus en plus, est associée à la question du monde. De plus en plus, on voit des titres, je pense à un ouvrage d'Alexandre Geffen, dans lequel se trouve le terme de monde réparé, qui présuppose qu'on a pris conscience, justement, de la blessure, de la destruction, du fait d'avoir tellement abîmé notre environnement, mais aussi de vivre dans un monde social fracturé, avec des êtres qui ont été méprisés, maltraités. Donc c'est comme si tout d'un coup, et on le voit là aussi bien dans les parutions philosophiques, l'idée de la vulnérabilité, mais aussi de la puissance de destruction qui est la nôtre, devenait un thème plus creusé, plus abordé en philosophie. Réparer les vivants, réparer la Terre. Avec les méga-feux en Australie, on a vu comment les habitants se réfugiaient sur les rivages. Encore faudrait-il qu'il y ait des rivages. Ouais. La question, c'est vraiment ici la question des possibles qui nous restent. Et sans doute que sur ces questions-là, sans tomber dans des théories de l'effondrement, nécessairement, la marge est fine, des possibilités ou des territoires à sauver.
Mais si on y renonce, à mon avis, là, ça devient particulièrement désespérant et une perspective absolument catastrophique. Il y a dans le monde social et politique, il y a des choses qu'on peut réparer, je pense, qui passent par des nouvelles perspectives, des nouvelles manières aussi de cohabiter ensemble. Sur ce plan-là, je suis peut-être un peu plus optimiste que sur le plan effectivement écologique. Tu me diras que les questions écologiques vont créer des nouvelles questions politiques. On voit déjà à travers la possibilité de migration liée à ces formes de dévastation naturelle, enfin produite sur la nature. Donc finalement, les thématiques se recoupent, mais je pense quand même que toutes ces formes d'investigation par les philosophes, aussi de nouveaux territoires qui sont délaissés, abîmés, ou au contraire qui sont des nouvelles inventions de vie en commun. Donc le fait que des philosophes aillent dans les jungles où sont entassés les migrants, qu'ils aillent voir comment fonctionne une ZAD, qui s'intéressent concrètement à ce que c'est que la reprise de la vie en commun dans des territoires où justement anciennes victimes et anciens bourreaux sont de nouveaux voisins. Cet investissement par la philosophie du monde réel, concret, politique, social, et de territoires qui sont justement des territoires abîmés par l'histoire, par une certaine modalité du travail qui les a détruits ou véritablement déconstruits, à désolidariser les individus. C'est comme le signe qu'il y a un nouveau souci de ce qui est encore possible collectivement, des vies communes ensemble, etc. Après, le danger, c'est une forme de croyance naïve, justement, la réconciliation, on est encore dans les airs. Je pense que cet effort de réparation, il est compliqué, il est difficile, il est très lourd, et dans certains cas, effectivement, sans doute voué à l'échec. Mais encore une fois, c'est là qu'on résiste, hein, pour vraiment rester dans la lettre. C'est au moins en essayant, en prenant le risque, que ça échoue, certes, mais au moins en ayant cette démarche de tenter les formes de réparation qui sont encore possibles. Oui, mais est-ce que la thématique de la réparation, c'est pas une façon de dire on va aménager le système sans se préoccuper de ce qu'il produit de plus monstrueux, à savoir ces poches de pauvreté et demain ces réfugiés climatiques? Je crois qu'au niveau individuel, il y a quand même un sentiment d'impuissance face à ce système qui est quand même très fort, des formes de rébellion, de manifestation, de révolte, d'expression d'indignation. Je crois que certains individus, qui sont de plus en plus nombreux, éprouvent le sentiment d'agir aussi à leur échelle. Donc effectivement, avant qu'on renverse le système, on peut se poser la question de la possibilité de le faire, mais rester dans l'impuissance, observer la dégradation, faire le constat des pertes, des territoires dévastés, des animosités croissantes, des conflits grandissants, c'est quand même particulièrement désespérant. Et donc, au moins, à son échelle, essayer d'œuvrer à des formes de réparation, je pense que c'est aussi une manière de résister, de tenir debout face à un environnement qui, je sais pas, il y a plein d'époques dans l'histoire où sans doute on avait des raisons d'être particulièrement inquiets, mais en ce moment, précisément parce que tout est tellement fragile, je crois qu'il faut pouvoir réagir, et que c'est l'une des réactions qui nous permet de ne pas totalement désespérer. Quelle différence fais-tu entre réparation et résilience? C'est vrai que j'ai réfléchi à cette idée de résilience. L'usage qui est fait dans, disons, la parole actuelle de ce terme est presque un usage magique, qui a l'air de présupposer que rien précisément n'est irréparable. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, etc. Donc une espèce de doxa contemporaine
sur le fait que le pire peut toujours être traversé, dépassé, voire même ça nous donnerait le savoir qu'on peut de nouveau traverser le feu. Je crois que cette acception, d'abord, elle trahit pas mal ce qui avait été tenté d'être dit. Il faut quand même rappeler que dans les analyses psychologiques de la résilience, les résilients sont minoritaires. Ils sont là de manière exceptionnelle pour montrer qu'on peut effectivement traverser un traumatisme et s'en sortir là où la majorité des individus seront marqués presque comme au fer par cette épreuve. Donc l'usage qu'on en fait aujourd'hui laisse penser que voilà, c'est une disposition dont chacun peut se saisir. Je crois que c'est complètement illusoire. Que pour la plupart d'entre nous, l'épreuve de la guerre, de l'exil, ou du viol, ou d'autres traumatismes psychiques forts sont très difficiles justement à absorber et à dépasser.